Allô Houston, allô Houston, allô Houston. Salut tout le monde. Hey, il y a du monde, 48 personnes. Salut, salut, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous êtes à l'heure, super, pour cet atelier. Alors, le temps que je partage mon écran, je vais préparer des petits slides à l'arrache. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue Highway, bienvenue Alain, bienvenue Anaïk. Tu t'es levé tôt, Anaïk. Bienvenue Annick, bienvenue Émeric, bienvenue Stéphane, bienvenue Caroline. J'ai un truc qui me gêne là. Bienvenue. Bon, bienvenue tout le monde. Christiane, Christina, Céline, Dieu est là. Émeric, Gaël, Gisèle, Gladys. Gladys, bienvenue tout le monde. J'en oublie. Isabelle, Joël, Judith, Laetitia, Laurence est là aussi. Marcel, Marguerite, Martin. Bon, bienvenue tout le monde. Je suis content de vous voir. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Alors, c'est parti. On ne va pas perdre de temps. Je vais respecter votre temps. On va démarrer tout de suite. Salut Sybille. Hop, le temps que je partage mon keynote. Alors, pendant ce temps-là, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Vous avez un chat? Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, vous mettez un +1, s'il vous plaît. Ils vont me dire c'est OK, le son est bon, l'image est bonne. Dans la conversation, yeah, Vin, c'est là. Tu m'entends pas fort du tout? Tout est parfait pour Laetitia. Highway +1. Bon, Anaïk, c'est chez toi que probablement il y a un truc sur le son. Fais péter le plus. La connexion, ok, super, tout va bien. Merci Philippe. Marzena, salut. Ok. Bon, bah, c'est super. On démarre. Alors, mes chers amis, bienvenue dans cet atelier interactif. C'est un format que je n'ai jamais fait, que voilà, j'innove. C'est le confinement. On en profite. On tente des choses. Ah, c'est tout bon, Anaïk, super. Alors, comment vous libérer de la dépendance affective, même si vous avez passé des années en thérapie? Un titre un peu provocateur, mais pas tant que ça finalement. Parce que, alors pourquoi je choisis ce titre? Parce que régulièrement, je suis en contact avec des personnes qui me disent « j'ai tout essayé, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé ». Ben oui, mais sauf que quand on discute avec eux, eh ben, ils n'ont pas tout essayé. Ils ont essayé beaucoup de choses qui sont très mentales et en fait, ils ne sont pas passés par le corps. Et vous savez que, bon, nous, en thérapie, on bosse avec le corps, le corps, le corps. Donc, voilà pourquoi ce titre, c'est pour dire non, vous n'avez pas tout essayé. Il y a le corps qui vous parle et quand vous voulez des résultats en thérapie, il faut interroger le corps. Alors bon, je me présente rapidement, mais je pense que vous me connaissez si vous êtes là. Donc voilà, je suis thérapeute en médiation corporelle. J'ai accompagné plein de gens dans la libération de la dépendance affective. J'habite et j'exerce à Angers. Vos questions, moi j'ai la fenêtre de chat à ma droite, et ben, vous me la reposerez à la fin, on fera comme ça pour que ce soit efficace. Alors, pour que le son passe bien, pour que l'image passe bien de votre côté, je vous invite à couper Facebook, à couper toutes les applis qui vont manger de la bande passante, la musique en streaming, des choses comme ça, pour que ce soit confortable pour vous. Moi, ici, j'ai la fausse fibre SFR, mais ça marche plutôt pas mal. Donc, ici, on est au top. Et si vous coupez tout chez vous, ce sera aussi bien. Alors, mon but à travers cet atelier, c'est en fait de vous permettre de prendre conscience. Bon, il y a pas mal de gens avec qui je travaille déjà, mais il y a des gens avec qui je ne travaille pas, on ne se connaît pas trop. Donc, l'idée de cet atelier, c'est vraiment de vous permettre de prendre conscience du travail à faire, qui est un travail en profondeur. Un travail en profondeur si vous voulez vous libérer définitivement de la dépendance affective, des relations toxiques, des peurs de l'abandon, de la solitude, de l'humiliation, du rejet, bref. Ça nécessite un travail en profondeur. Ce n'est pas un tuto pour faire ça tout seul. Donc ça, je le précise bien. Donc en fait, je vais vous détailler ici la stratégie à appliquer pour vous réparer, pour réparer les parties de vous qui sont en souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais vous présenter là, bien évidemment, ça fonctionne pour la dépendance affective puisque c'est le sujet de l'atelier, mais ça fonctionne en fait pour tout. Toutes les problématiques, vous pouvez les résoudre en utilisant cette stratégie.
Alors, j'insiste sur le mot stratégie parce que c'est une stratégie que vous allez mettre en place avec des spécialistes, avec des gens dont c'est le métier. Vous avez probablement des thérapeutes avec qui vous travaillez. Vous pouvez discuter de ça avec eux et ça vous donne une direction dans laquelle aller. Mais n'imaginez pas qu'après cet atelier, vous allez devenir vous-même un spécialiste de la thérapie et que vous allez pouvoir le faire tout seul. Parce que vous allez comprendre au fur et à mesure où on va avancer qu'au-delà des mots que vous utilisez pour décrire ce qui vous pose problème, il y a tout un tas de choses en fait qui vont émerger et qui sont de l'ordre de l'inconscient. Mais je vais revenir sur ce disclaimer après parce que c'est très important. Alors l'idée, c'est effectivement que vous puissiez retrouver confiance, de l'enthousiasme, de l'assurance, de la liberté, de la sérénité et vous faire respecter. C'est très important. Et attirer à vous les bonnes personnes, les personnes qui vont vous apprécier, que vous apprécierez et qui vont reconnaître vos véritables qualités. Alors, j'insiste sur sans avoir à passer des années en thérapie sur un divan. Alors là, je provoque un petit peu parce que ceux qui me connaissent savent que moi, le blabla sur le divan, ce n'est pas mon truc. Et garder les gens pendant des années en thérapie, ce n'est pas mon truc non plus. Je suis partisan d'un travail en profondeur, même si ça secoue un petit peu. Ceux qui sont venus en séminaire savent qu'avec Georges et Françoise, on ne fait pas dans la dentelle, mais on va directement là où ça coince. Et l'idée aussi, c'est en appliquant cette stratégie, vous n'allez pas vous torturer l'esprit. Parce que bien souvent, on a tendance à chercher dans son mental, et c'est fatigant, ça peut durer des années, puis on n'est vraiment pas sûr d'y arriver, c'est souvent le contraire. Et quand on lâche le mental et qu'on interroge le corps, lui, ne triche jamais. Il ne se pose pas de questions. Quand il y a quelque chose qui coince et qu'on l'interroge, il balance l'info. Vous pouvez appliquer cette stratégie même si vous avez peur de ne pas y arriver. Ça, c'est la peur numéro 1. Ouais, ton truc, ça marche, machin, mais avec moi, ça ne marchera pas. Ben si, ça marche avec tout le monde. Il y a effectivement tous uniques. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps, des choses comme ça, mais ça fonctionne toujours. Ça fonctionne aussi si vous manquez de confiance et d'estime de vous-même, je sais de quoi je parle, et même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, ça fonctionne. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter là, c'est exactement ce que moi-même j'ai utilisé pour me libérer de la dépendance affective, de la peur du rejet, de la peur de la solitude et de la peur de l'abandon. Alors, entre autres, parce que la liste, elle était costaud, mais c'est exactement ça que mon ami, mon mentor, le docteur Bill, que certains d'entre vous connaissent, c'est ça qu'il a utilisé avec moi, c'est ces méthodes qui m'a formé. Et moi, j'ai fait d'autres formations complémentaires, mais on va dire principalement, c'est ce que je vous présente là, c'est vraiment ce que j'ai utilisé. Alors, j'insiste, avec une faible estime, une confiance très fragile, et quand j'ai démarré ce travail, je n'avais absolument aucune notion de développement personnel, de psychologie, puisque pour moi, les psys, c'était pour les dingues. Et bien évidemment, moi, j'allais bien. Alors, j'insiste sur ce que cet atelier n'est pas. Ce n'est pas un tuto d'autothérapie. Il y a plein de gens qui me disent sur YouTube, oui, mais voilà, moi, je veux des trucs pour le faire tout seul. Ben non. Quand tu as mal aux dents et que tu as une carie, tu ne vas pas t'arracher une dent avec une pince, regarder un tuto sur YouTube pour t'arracher la dent avec une clé à molette, j'en sais rien. Il y a un moment donné, quand on veut des résultats et qu'on ne veut pas y passer des années, on va s'adresser à des thérapeutes. Il y a plein de thérapeutes partout. Donc, près de chez vous, il y a forcément des gens qui peuvent vous aider. Là, vous avez un guidelines pour le faire, mais c'est très important de faire ça avec des gens dont c'est le métier. Vincent qui me dit excellent l'exemple du dentiste. Mais oui, mais je pourrais te prendre. Ça me gave même en fait, parce que les gens viennent vous dire ah oui, non, mais bon, moi, payer un chirurgien, machin et tout, il n'y a pas de problème. M'acheter un iPhone à 2000 balles, ça roule. Faire un crédit voiture, oui, mais alors, par contre, aller en thérapie, ben non, c'est cher. Quoi. Non, mais c'est bon, il faut savoir ce qu'on fait. Cet atelier n'est pas non plus une formation de thérapeute, même si c'est hyper avancé. Ce que je vais vous expliquer là, c'est vraiment ce qu'on apprend en formation de thérapie. Mais voilà, vous n'allez pas être thérapeute en sortant de cet atelier ni coach. Mais par contre, ça va vraiment vous donner les clés pour comprendre ce qu'il y a à faire
et les clés aussi pour orienter vous-même votre thérapie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez choisir quelqu'un avec qui travailler, là, avec cet atelier, vous allez avoir les clés pour choisir la bonne personne. Alors, voici ce qu'on va voir ensemble. Alors, comment se manifeste la dépendance affective chez vous? Vous posez quelques questions, on va faire un petit exercice. Moi, j'ai voulu interactif cet atelier parce que quand je parle tout seul, au bout d'un moment, ce n'est pas mon truc. Je préfère quand il y a de l'échange, même si c'est à travers le chat et tout ça. On va voir ensemble comment nous fonctionnons tous lorsque nous entrons en mode dépendance affective. Je fais une faute, je corrige. Mais en fait, on va voir tout simplement comment on fonctionne tous dans toutes les situations. Et ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Parce que quand vous aurez compris ça, vous allez comprendre plein de choses sur votre façon de fonctionner. C'est génial. Je vais vous présenter aussi la méthode exacte pour se libérer de la dépendance affective et accéder à la confiance. C'est ce que j'utilise depuis des années, je vous en ai parlé. Et ça va vraiment vous apporter de l'enthousiasme et de l'assurance. Et vous allez voir les 3 dimensions de votre personnalité que vous avez besoin de corriger, sur lesquelles il est nécessaire de travailler pour vous libérer de la dépendance affective. Donc voilà, vous aurez le processus complet, la stratégie, pour changer vos croyances, vos pensées, les ruminations. Et je vous ai mis entre parenthèses, votre corps a toute l'information. Donc, vous allez voir, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête, c'est vraiment le cas de le dire. Le corps a l'info. Donc, quand on l'interroge, il va balancer tout ça. Alors, à qui est destiné cet atelier? Si vous êtes fragile émotionnellement et que vous aspirez à plus de confiance, de sérénité et de joie de vivre, si vous êtes hypersensible au regard des autres, vous voulez plaire à tout le monde et vous vous sentez bloqué justement parce que vous passez plus de temps à faire plaisir aux autres qu'à faire du temps pour faire avancer vos projets, que vous ne répondez pas à vos besoins, à vos désirs, cet atelier va vous montrer la stratégie à appliquer pour vous libérer. Ça, c'est clair, net et précis. Je m'y engage. Et si ce n'est pas clair dans ce que je vous dis, vous avez les questions-réponses pour qu'on clarifie les choses. C'est le confinement, il est 15h13, moi j'ai du temps. Si vous en avez marre de sauter de relation et qu'après avoir accusé les différents conjoints, au bout d'un moment, vous en avez marre, vous voulez une vraie stabilité, et ben là, vous êtes au bon endroit, vous allez comprendre pourquoi et ce qu'il faut faire pour sortir de ça. Si vous avez également besoin de séduire, parce que ça vous nourrit, il y a une espèce d'excitation dans la séduction, puis après ça retombe et vous vous rendez compte que vous reproduisez inlassablement les mêmes schémas dans vos relations, et qu'au final, à bout d'un moment, c'est toujours le même vide intérieur que vous avez, vous êtes au bon endroit, la stratégie elle fonctionne, vous allez pouvoir l'appliquer pour vous réparer et attirer enfin à vous les bonnes personnes, j'insiste, sans y consacrer des années, à la condition que vous vous impliquiez dans votre thérapie, puisque quand on fait une thérapie, vous pouvez bosser avec les meilleurs thérapeutes du monde, mais c'est votre implication qui va donner les résultats. Cet atelier est destiné à vous si vous en avez assez d'attirer des personnes toxiques, genre pervers narcissiques, les manipulateurs. Vous avez beau le savoir, et pourtant, vous êtes toujours en contact avec ces gens-là. Et pourtant, ce que vous voulez, c'est attirer des personnes authentiques et sincères. Bon, donc là, vous êtes au bon endroit également pour ça. Enfin, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes professionnel de l'aide à la personne, si vous faites partie des gens qui ont choisi d'aider les autres, eh bien, vous êtes au bon endroit parce que là, vous allez pouvoir voir les stratégies qui vont permettre d'apporter une vraie valeur ajoutée à vos clients et vous pourrez ajouter cette stratégie à votre pratique. Et là, vous ferez vraiment gagner des années à vos clients. Alors, on a JCMI qui me dit « Je n'entends pas bien ». Vous pouvez me dire les autres si le son est toujours bon, s'il vous plaît, pour voir si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez JCMIG. Nickel, ok. Bon, JCMIG peut te déconnecter, te reconnecter. Ça peut, voilà, c'est pas chez moi. Alors, enfin, si vous faites partie de celles et ceux qui perdent leurs moyens face à une personne du sexe opposé, c'est-à-dire si vous voulez en fait grandir, vous ne voulez plus agir comme un petit enfant devant votre compagnon, devant votre compagne, et que vous voulez sortir d'une relation dominant-dominée pour aller vers une relation nourrissante, d'égal à égal, eh bien, cette stratégie va vous permettre de sortir de vos peurs
de prendre confiance et de devenir autonome sans avoir peur de perdre l'amour de vos proches. Hop. Alors, quelques règles pour l'atelier d'aujourd'hui. Alors, je vois In qui dit problème de son aussi. Si vous avez des problèmes de son, vous vous déconnectez de l'atelier et vous revenez. Vous recliquez sur le lien et nickel, normalement, ça résout les problèmes. Alors, on va fixer les choses, les règles. Donc, c'est un atelier interactif. Donc, je vous demande de prendre 2 feuilles de papier, un stylo, pour prendre des notes et faire le petit exercice qu'on va faire très rapidement d'ailleurs. On va commencer très rapidement. Mais je refixe les règles encore. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un atelier où je vais vous apprendre à devenir heureux immédiatement. Moi, je n'ai pas de baguette magique. J'ai une stratégie, mais je n'ai pas de baguette magique. Ce n'est pas un atelier où je vais vous apprendre à vous libérer de la dépendance affective en un claquement de doigts. C'est un sujet sérieux qui nécessite un travail en profondeur. J'insiste là-dessus. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui ont le projet de l'envie, la motivation de se libérer du trouble de l'attachement et de la peur de l'abandon, du rejet, de toutes les peurs, et même des colères. Bref, des gens qui ont envie d'être heureux. Donc, j'insiste encore une dernière fois, cet atelier n'est pas pour les personnes qui sont à la recherche de trucs et astuces. Alors, les stratégies dont je vais vous parler sont réelles, elles fonctionnent vraiment, elles sont utilisées par des centaines de patients de mes programmes, et pas que chez moi d'ailleurs. Moi, je n'ai pas inventé ça, même si j'ai des choses que je fais à ma sauce, mais c'est des choses qui existent ailleurs, hein, pas de souci. Donc voilà, donc là, c'est vraiment des stratégies pour développer l'autonomie affective, devenir libre, affirmé et heureux. Je vais vous parler de résultats impressionnants et je pèse mes mots quand je vous dis ça. Je vais vous indiquer quels sont mes résultats et dans certains cas, on a Cécile qui va témoigner, les résultats de patients qui me font confiance. Mais je vous préviens, c'est que ni mes résultats, ni ceux des patients avec qui je travaille ne sont typiques. C'est-à-dire que les personnes dont vous allez entendre parler, ce sont des personnes assidues qui ont fait des efforts importants, qui se sont impliquées. On connaît tous des hauts et des bas, mais quand on persiste, c'est là qu'on obtient les résultats. Quand on est sérieux dans sa thérapie, c'est là qu'on obtient des résultats. Donc voilà, j'insiste encore une fois, mais les résultats que vous obtiendrez en appliquant cette stratégie dépendent entièrement de vous et de votre implication. Si vous ne voulez pas entendre ce que je viens de vous dire, je vais vous inviter en toute amitié, vraiment, à partir maintenant, à quitter cette conférence parce que vous allez être frustrés si vous cherchez des trucs et astuces, parce que je vais vous donner. Et puis, bien sûr, on reste bons amis avec un S. Alors, c'est parti, on y va. Ce que je vous propose maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous prenez une feuille et vous allez prendre un stylo et vous allez faire un trait au milieu de cette feuille. Vous allez la séparer en deux. Et vous allez mettre tout en haut de la feuille qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cet atelier. Et quand vous l'avez marqué tout en haut, alors ça, vous le marquez en titre en fait, hein, vous me le mettez aussi dans le chat, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cet atelier. Donc, c'est un atelier interactif. Donc, allez, moi, je veux 10 réponses et après, je passe au slide suivant. Philippe nous dit, je veux guérir. Joël, j'en ai marre de l'ADA. C'est bon signe si tu en as marre. Alors, je ne sais pas qui me dit me réaliser pleinement, comprendre les mécanismes de la dépendance affective. Thierry, tu es au bon endroit aussi. Maman qui nous dit ne plus souffrir, ça marche. L'envie d'être heureuse profondément, je ne m'en sors pas, Pascal nous dit. M'en sortir, nous dit Boanayou. Inde, m'en sortir. Oh là là, je suis thérapeute et suis DA, lol. Mais Céline, c'est pas grave, justement. Alors ça, c'est très important, Céline. Tu dis, je suis thérapeute et je suis DA, lol. Céline, si tu es thérapeute et que tu es dans la dépendance affective, là, tu as une opportunité d'en sortir.
Et quand tu en seras sorti, tu vas voir que tu vas attirer à toi des gens qui vont venir te voir comme thérapeute pour t'en sortir parce qu'ils sauront inconsciemment que tu as fait le boulot. Donc ça, ce n'est pas un souci. Alors, Dieu qui nous dit crise d'angoisse et sentiment de vide depuis longtemps. Je désire me libérer totalement de la dépendance affective, dit Vincent. Tu as bien raison, Vincent. Julie, de continuer mes efforts afin de progresser, super. Michel, démarrer ce travail, super. Me libérer du regard des autres, excellent. En cours de séparation d'un PN, Judith, de bon endroit. Caroline, je suis arrivée au bout du rouleau avec l'ADA, envie d'être libre. René, comprendre pourquoi je suis comme ça. Alors René, une fois que tu auras compris, qu'est-ce que ça va changer pour toi? C'est Noël. Ah, Noël, bonjour Noël. Me réaliser pleinement. Assez de l'ADA et de rencontres avec des manipulateurs, me dit Marguerite. Yann qui nous dit m'en sortir pour enfin être heureux. Bon, bah, c'est super, on a plein de réponses. Et on est 78 là déjà. Ça monte, ça monte, ça monte. Identifier mes blessures, nous dit Gaël. Ok Gaël, mais une fois que tu les auras identifiées, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Manuela, je me sens accroché aux gens, parents, hommes, je tremble de partout, de l'intérieur de moi, car je ne vois que les autres, je ne vois pas moi. Bon, je crois que vous êtes tous bien au bon endroit, donc on ne va pas traîner. Marzena, progresser dans la vie. Ok, super. Alors, on y va. Vous me dites si je parle trop vite, parce que là, je suis chaud. Là. Vous avez séparé la feuille, super. Et donc là, ce que je vous propose, c'est cette feuille A4. Je vais vous poser des questions sur votre situation actuelle. Et vous allez écrire spontanément ce qui vous vient comme réponse dans la partie gauche de la feuille, sans réfléchir. Vous dites ce qui vous vient. Et une fois que vous avez écrit la réponse dans la partie gauche de la feuille, vous mettez votre réponse dans le chat. Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi si la consigne elle est claire. OK, OK, super. Bon, alors c'est parti. Vous réfléchissez pas, vous mettez ce qui vient comme ça. Hein. On y va. C'est quoi votre plus gros problème? Vous mettez la réponse dans la partie gauche. Et quand vous l'avez marqué dans la partie gauche, vous le mettez dans le chat. La peur, nous dit Joël. Être vidé. L'amour. Alors, l'amour, ce n'est pas un problème. Il faut que tu précises plus ton problème, Gisemi. L'insécurité, OK, je lis. La solitude, OK. La soumission, OK. Le regard des autres, OK. L'alcool, OK. Manque de confiance en moi, OK. OK. Solitude. La confusion, ouais. La tristesse. La peur d'être seul. L'absence d'estime, OK. Peur d'être seul en insécurité. Regard des autres, OK. Je ne sais pas quoi faire, OK. Ça marche. Le vrai amour peut être rejeté, abandon, trop gentil. OK, le manque. Le manque de quoi, Isabelle? Peur de déplaire, la peur. Peur de quoi, Michael? La domination des hommes, la peur d'être seul, OK. Problème d'interaction avec les autres. Tu peux préciser, Nicolas, ce que c'est tes problèmes d'interaction? Isabelle, de contact d'amour, OK, d'accord. Le vrai amour avec un grand A, dit Christina. OK, ça marche. Beaucoup de colère, OK, super. Ça, c'est bon. La honte, nous dit Pascal, très bien. Deuxième question. Quelles sont les 3 grosses erreurs que vous faites? Et vous marquez. Vous prenez votre temps. Hein. Moi, je suis un peu speed là, mais vous prenez votre temps. Donc, dans la partie gauche de la feuille, première erreur, marquez. Deuxième erreur que vous faites, vous marquez. Et troisième erreur aussi. Et vous pouvez même mettre pourquoi, si vous savez. Pourquoi vous faites cette erreur? Alors, Philippe nous dit trop gentil. Faire confiance trop vite. Philippe, trop naïf. Laurence, trop vite fusionnel. Thierry, trop me donner, trop y croire, peur, panique de la perte. Ça en fait 3. Ou une comme tu veux. Ouais, peur de décevoir, dit Sadia. OK. Donc, vous prenez votre temps et vous notez 3 erreurs que vous faites. Caroline nous dit me taire. Amandine, je m'attache trop vite. Annick, agir sans parler par peur. Donc,
Yannick, tu as identifié ton pourquoi. Gaël, peur de l'engagement. C'est quoi le risque pour toi, Gaël, si tu t'engages? Vouloir plaire, faire les choses de façon trop rapide, naïf. Émeric, je ne m'accorde pas le droit de réussir. Ok. Attachement déraisonnable. Trop attendre des gens. Ne pas parler. Je pleure dès que je me sens rejeté, nous dit Joël. Trop confiance, nous dit Christina. Ok. Alors, JC, me sous-estimer, ne pas oser, penser que l'autre me veut du mal. Ok, ça marche. Je m'oublie. Ok, je suis possessive, nous dit Christiane. Oublier mes envies. Ok. Yann, m'oublier. Ok. Bon, c'est bien ça. Vous avez été rapide, spontané, c'est super. Ok. Alors, on est toujours là, on est dans la partie gauche. Ce que je vous propose maintenant, c'est, bon, vous êtes devant votre feuille et vous relisez la liste des problèmes que vous avez notés dans la partie gauche. C'est-à-dire, vous relisez le plus gros problème et les 3 erreurs que vous faites. Et quand vous avez relu tout ça, vous me dites comment vous vous sentez par rapport à ça et quelle est la partie de votre corps qui se manifeste maintenant. Est-ce que c'est un nœud dans la gorge? Est-ce que c'est une Thierry nous dit la boule au ventre? J'ai le cœur gros. Et maintenant que vous avez identifié le ressenti dans le corps que vous avez, quelle est l'émotion qui est derrière? Parce que derrière tous les ressentis dans le corps, il y a une émotion. Peur, colère ou tristesse. Donc spontanément, sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient? Je nous dis angoisse. Ma lettre, ce n'est pas une émotion, Marielle. Peur, colère, tristesse, choisis. Thierry nous dit la tristesse. Vince, la tristesse. Angoisse, nous dit Amandine. Énergie dans les pieds, la peur. La colère, nous dit Amandine. Envie de pleurer, tristesse, peur. Voilà, donc vous avez bien identifié, je me sens faible. Ok. Je vous laisse aller jusqu'au bout de ça. Étouffement. Ok, tristesse, colère. La peur. Boule dans le bas du ventre, tristesse, colère. Ok. Cœur qui bat, nous dit Yannick. Et Yannick, c'est quoi le cœur qui bat, l'émotion qui est derrière? Douleur au thorax, nous dit Marielle. Annick, l'amour, tu crois vraiment que c'est l'amour, le cœur qui bat quand tu lis tout ça? La rancune. C'est pas moi qui dis la rancune. Christina nous dit rejeter. Rejeter, ce n'est pas une émotion, Christina. Essayez d'identifier ce que c'est l'émotion qui est là. Des sueurs froides, nous dit Émeric. Qu'est-ce qu'il y a derrière les sueurs froides, Émeric? Ok. Angoisse. Donc, vous voyez, l'émotion, derrière tout ressenti dans le corps, il y a une émotion. Et que vous avez très bien identifié. Alors maintenant, on va faire la même chose, c'est-à-dire que, alors sur l'autre moitié de la feuille, la partie droite de la feuille, mais cette fois-ci, on va lister les conséquences qu'engendre chacun des problèmes que vous avez notés à gauche. C'est-à-dire, pour votre plus gros problème que vous avez noté, vous allez lister les conséquences pour vous, mais aussi les conséquences pour votre entourage. Pour la première erreur, vous prenez le temps de lister les conséquences pour vous, pour l'entourage, et vous faites pareil pour les erreurs 2 et 3. Judith nous dit de surtout avoir du mal à ressentir mes émotions. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Judith. Si j'oublie, tu me fais penser à revenir sur ça. Parce que c'est une protection quand on ne ressent pas ses émotions. Il y a une raison bien précise, je t'en parlerai plus tard. Alors là, partie droite de la feuille, vous notez les conséquences et vous pouvez me les mettre. Donc, je ne sais plus identifier mes besoins, ça c'est une conséquence, effectivement. Ouais. Pas d'anticipation, pas de décision, pas d'action. Prostration, repli sur moi, inaction, pas de réalisation. Pas clair avec moi, pas clair avec les autres. Sentiment d'échec et de colère contre moi. La conséquence, c'est que je me fais avoir
et je me fais manipuler, nous dit Gérald. Laurence nous dit paradoxal. Je me fais avoir. Culpabilité. Donc voilà, prenez bien le temps de lister les conséquences pour chacun des problèmes que vous avez notés à gauche. Incapable de faire des actes de la vie quotidienne, je m'oblige à voir des personnes dont je n'ai pas l'envie. J'ai du psoriasis également. Là, le corps parle à fond les ballons. Frustration, râleuse, envie d'être ailleurs, j'assume pas, nous dit Sadia. Je m'oublie, nous dit Pascal. Je suis triste, cela m'affecte, ainsi que mon entourage. Inaction, peur d'entreprendre, nous dit Michael. Je ne sais pas identifier mes émotions, nous dit Nicolas, et les gérer en conséquence. Chantal nous dit, je ne me fais pas d'amis, pas de vrais amis, si je comprends bien. Je suis devenue insensible, nous dit Florence. Oui, Florence, effectivement, c'est une conséquence de se couper de ses émotions. Et si j'oublie, tu me fais penser, dans la session de questions-réponses, à parler de ça. Je vous laisse vraiment prendre le temps, c'est important. Mental qui tourne en boucle, nous dit Marielle. Ça aussi, c'est une protection. On va en parler du mental qui tourne en boucle. Pour faire partir l'angoisse, je ne sais faire autre chose que rendre service aux autres, nous dit Eric. Maë nous dit, on ne m'entend pas. Sentiment d'échec. Donc, j'ai l'impression que c'est bon. C'est bon, vous avez bien noté ça, super. OK. Alors maintenant, je vous demande de relire la liste des problèmes que vous avez notés dans la partie gauche et des conséquences plutôt. Hop. Et, alors comme ça arrive encore, je vais attendre que tout le monde ait pris le temps de noter les conséquences. Et quand vous avez noté les conséquences, quand vous relisez les conséquences, et spontanément, ce qui vous vient, vous marquez dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre motivation à vouloir régler ces problèmes. 10, 10, 10, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 8, 9, 10, 10. Voilà, c'est spontané, hein, vous mettez ce qui vient. OK, super. Alors, ça vient de dire, j'ai peur des conséquences. Donc, ça vient 10, 10, OK. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment nous fonctionnons tous et vous allez comprendre pourquoi vous savez ces émotions et ce qui se passe réellement. Pascal nous dit spontanément 6. Ileana nous dit 7 pour la motivation. OK. Allez, on enchaîne sur comment nous fonctionnons tous. Alors, j'ai un petit tableau. Est-ce que vous voyez le tableau, mon petit tableau noir? Est-ce que vous le voyez? Ce qui s'affiche dans le partage? Yes, yes, yes. Super, 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 super. Allez, hop, c'est parti. Alors, je vous ai demandé quel était votre plus gros problème et quelles erreurs vous faisiez. Parce que c'est très important de comprendre comment nous fonctionnons tous, vous, moi, les gens dans la rue, tout le monde, on fonctionne tous de la même façon. C'est un fonctionnement qui est implacable et c'est un fonctionnement qu'on ne peut pas zapper. OK? Alors, à chaque fois qu'il y a une situation qui nous pose problème, on va l'appeler en A. Comme nous sommes des êtres pensants, on réfléchit, on veut comprendre, on va avoir des idées, des pensées. OK? Ça, c'est en B. Et à chaque fois, enfin, on va dire bien souvent, quand ces idées
elles sont un autre sujet, elles vont être dévalorisantes. C'est-à-dire que j'y arrive pas, je suis nul, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai encore fait, qu'est-ce que j'ai pas encore fait, qu'est-ce que j'ai encore pas fait, etc., etc., etc. Quand vous allez avancer dans votre travail, vous allez vous rendre compte que ces idées, elles sont complètement irrationnelles. Mais, pour l'instant, on les prend en compte parce qu'elles sont là. Okay. Et au même moment, concomitamment, au même moment où on a ces idées-là, on va avoir un ressenti dans le corps. Et quand je vous ai posé la question comment vous vous sentez par rapport à ça après avoir revu la situation qui vous posait problème, vous m'avez tous dit, ben voilà, vous avez tous identifié quasiment, nœud dans la gorge, boule au ventre, et derrière c'est quoi? C'est la peur, la colère, parce que derrière tout ressenti, il y a une émotion. Certains d'entre vous ont dit, moi j'ai du mal à identifier mes émotions. Ok, ça c'est important. Alors je vais prendre le temps de revenir là-dessus parce que c'est un point clé. Je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on a des émotions? Pourquoi est-ce que la nature nous a dotés d'émotions d'après vous? Est-ce que c'est juste pour nous mettre mal? Alors, pour la survie, nous dit Florence, pour savoir comment agir. Ouais, Michael, ok. Réaction pour nous protéger, pour comprendre, pour se protéger, pour réagir, pour savoir comment agir. Oui, mais pourquoi faire réagir? Pour nous prévenir d'une situation, pour nous alarmer qu'il y a un souci, ça c'est pour la peur. Animal, nous dit Gladys, pour se sentir en vie, pour interagir. C'est un message du corps, exactement. L'émotion, c'est un message du corps. L'émotion, c'est le langage qu'utilise le corps pour nous indiquer nos vrais besoins. Nos vrais besoins, ce dont on a besoin pour être bien. Effectivement, si j'ai peur, c'est qu'il y a un danger, donc j'ai besoin de sécurité. Si je suis triste, ça veut dire que j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amour. Si je suis en colère, ça veut dire qu'il y a un obstacle à mon bonheur et il faut que la colère contient de l'énergie pour franchir cet obstacle. Okay. Si je ne suis pas en contact avec mes émotions, donc je ne serai pas en contact avec mes vrais besoins, donc je vais galérer. Mais ce n'est pas par hasard que je me suis coupé de mes émotions. Si à un moment donné, je ne sais pas quand dans mon histoire, peu importe, mais le corps, lui, il a cette info de toute façon. J'ai pris la décision de me couper de mes émotions, c'est pour éviter de souffrir. C'est une stratégie que j'utilise pour ne pas souffrir. Okay. Ce qu'il faut savoir sur l'émotion aussi, les émotions, c'est qu'elles ont un cycle de vie. Vous n'avez pas d'action sur voilà, je vais ressentir une émotion, je ne veux pas la ressentir. Non, l'émotion, elle vient, c'est comme ça. Ce n'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Parce que justement, elle nous indique notre besoin. Par contre, nous, ce qu'on peut choisir de faire, c'est comment est-ce qu'on va réagir face à cette émotion qui arrive. Soit je l'accueille, je la laisse vivre, je l'évacue, je prends en compte le besoin qu'elle m'indique et j'agis pour combler mon besoin. Ça, c'est dans l'idéal la bonne façon de faire. Et du coup, comme j'ai agi pour combler mon besoin, je suis bien. Ou alors, je la réprime. Je ne veux pas la ressentir, je la réprime. Et là, danger. Parce que quand je réprime l'émotion, elle va rester dans le corps. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et on ne peut pas squeezer ça. C'est implacable, c'est toujours comme ça, même si ça va très vite. Alors, si à un moment donné, j'ai pris la décision de ne plus ressentir mes émotions, de me couper, de les réprimer, c'est parce qu'il y avait une telle souffrance que c'est la façon que j'ai choisie. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Quand je l'ai fait, c'était ce qu'il y a de mieux à faire pour moi, pour faire face à cette souffrance. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, si je veux
sortir de ça, eh bien, il va falloir utiliser une stratégie pour tranquillement reprendre contact avec ça. Mais je reviens sur la façon dont nous fonctionnons tous. Et dernière étape, on dit, j'adopte un comportement. C'est-à-dire, je fais ou je ne fais pas. Mais si je ne fais pas, c'est aussi un comportement. De toute façon. Okay. Une fois que ça, je l'ai fait, la nuit, tout ce cheminement va être mis en mémoire. Alors, en mémoire dans la tête, dans le cerveau, mais également en mémoire dans le corps. Et quand je me retrouvais dans une situation similaire, aussi bien mon cerveau que mon corps, ils vont dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais d'habitude dans telle situation? Ah ben, dans telle situation, j'ai ces idées-là, ces pensées, je ressens ça dans mon corps, il y a cette émotion, et j'adopte tel comportement. Okay. Et si on veut préciser sur les comportements naturels qui existent, il y a la fuite, ça parle d'elle-même, hein, la fuite. Il y a le combat, l'agressivité, et il y a la sidération, l'inhibition. C'est la proie qui fait le mort devant le prédateur. Donc, c'est très important d'avoir à l'esprit que ce schéma-là, à force de le répéter, ça va vraiment créer des chemins neuronaux. Donc, on va se câbler comme ça. Ça devient un automatisme. Mais également un automatisme dans le corps. OK? Est-ce que c'est OK pour vous ce que je vous raconte là? Alors, Sybille nous dit la colère, ça sert à quoi? La colère, ça sert, Sybille, à dépasser un obstacle à ma frustration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie dans la colère. Marielle qui nous dit si moins d'idées, alors moins d'émotions. Il peut y avoir un lien. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Joël, comment la libérer? On y vient, Joël. Il faut donc laisser sortir les émotions, Gérald. Exactement. Il faut laisser sortir ses émotions. Et ça, c'est déjà le premier chemin vers la guérison de la dépendance affective. Parce que quand je vais laisser sortir mes émotions, je vais être en contact avec moi-même et je vais être en contact avec mon vrai besoin. C'est très important. Nicolas, les émotions s'expriment, sinon elles s'impriment. Exactement. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je suis 100% d'accord. Je me suis coupé de mes émotions de souffrance uniquement. Ensuite, je suis dans la joie, je positive tout. Je lui dis, avec tout le respect que je te dois, je n'y crois pas. Parce que les émotions, c'est un package. On ne peut pas dire, moi, je ne prends pas la peur, la colère, machin, et je prends que la joie. Ça ne marche pas comme ça. Nous n'avons pas d'action sur les émotions. Elles viennent, c'est tout. Ok, c'est très clair. Ok, c'est tellement ça, on l'imprime grave. Ok. Quand je pleure, est-ce que je lâche mes émotions? Oui, Christiane, tu libères de la tristesse quand tu pleures. Donc, quand tu as envie de pleurer, tu pleures. S'il y a des gens que ça dérange, c'est eux qui ont un problème, c'est pas toi. Comment les libérer adéquatement et pas contre soi? Là, je pense que tu parles de la colère, l'eau, si je comprends bien. Ben, quand, en fait, on n'est jamais en colère contre nous-mêmes. En fait, la colère est toujours vis-à-vis de quelqu'un, un homme, une femme. Mais par contre, quand on n'ose pas exprimer sa colère vis-à-vis du vrai objet de la colère, on va la retourner contre soi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas retourner contre soi? On l'exprime sur le vrai objet de la colère et on ne la retourne pas contre soi. Y a-t-il un ordre, nous dit Gladys, aux émotions? Pour moi, elles ont évolué de la peur à la colère. C'est très intéressant ce que tu dis, Gladys, parce qu'il y a effectivement une échelle émotionnelle. Alors, échelle émotionnelle,
je vais te faire ça, l'échelle émotionnelle. Alors, tout en bas, là où l'énergie est la plus basse, on va trouver la peur. Là, on est vraiment en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Un peu plus haut, on va trouver la tristesse. Alors, je vous passe toutes les nuances, hein, je ne fais que les émotions de base. La tristesse, il y a déjà un peu plus d'énergie que la peur. Ensuite, on va trouver l'apathie. Là, il n'y a pas grand-chose. Encore un peu plus haut, on va trouver la colère. J'espère que vous arrivez à lire, oui. Et tout en haut, on va trouver la joie. C'est ça l'échelle émotionnelle. Et en fait, on ne fait que osciller dans ces états. Donc, quand on n'est pas bien du tout, on va être là. Tristesse, peur. Enfin, quand on n'est pas bien, on est vraiment même que dans la peur. Et au fur et à mesure où vous allez faire la thérapie, vous allez monter. Vous allez descendre aussi de temps en temps, mais vous descendrez toujours moins bas et vous monterez toujours plus haut. Voilà. Et on peut être dans la joie et on peut redescendre aussi, mais à la fin, on oscille, on est dans la joie. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Manuela, mais comment laisser la colère envers les autres sortir? Ah, ça, c'est les techniques, Manuela. On va y venir, on va y venir. Alors, Vincent, quand j'inspire fort, puis je crache en tirant la langue très fort, c'est efficace. Il n'y a que toi qui sais, Vincent. Moi, je ne sais pas si c'est efficace pour toi. Alors, Laurence a peur d'avoir peur. C'est souvent le cas, Laurence. On a souvent peur d'avoir peur. Mais même si tu as peur d'avoir peur, Laurence, la peur est quand même là. Après, tu peux ne pas vouloir la voir. Excusez-moi, je vais arrêter ça. Tu peux ne pas la voir, mais elle est quand même là. Alors, Florence, quand on s'est insensibilisé, comment on fait pour faire remonter l'émotion? Alors là, Florence, il y a une technique que moi j'utilise beaucoup et que j'adore pour reprendre contact avec les émotions, c'est la sophrologie. Donc, pour reprendre contact avec les émotions, je te conseille vraiment de faire de la sophrologie. Alors, j'ai l'impression que tu ne vois pas mes réponses, c'est frustrant. Ben, écoute, je vois tes réponses, mais tu sais, comme j'ai beaucoup de messages, je peux en zapper. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre à la fin. René Corail, mais j'aurais préféré voir ton prénom. Émeric, il peut être difficile de voir quel est le besoin en lien avec l'émotion. Absolument, c'est tout l'enjeu, Émeric. Notamment quand on est souvent dans des situations toxiques. Et oui, c'est pour ça qu'on parle de troubles quand on parle de dépendance affective, c'est qu'on ne fait pas bien le lien entre tout ça. Isabelle nous dit l'impression que les émotions vont me submerger car j'avais tout bloqué rapport à un souci avec mon père. 50 ans de retenue. Isabelle, il n'y a pas de… Tu sais, c'est pas un problème ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est pas… ça, c'est Georges qui m'a appris ça et ceux qui sont dans le séminaire savent ça. Ce qui compte, c'est pas le boulot qu'il y a à faire, c'est de le faire. Donc, peu importe que tu aies retenu 50 ans, tu te retrousses les manches et tu vas au charbon. Oui, Roselyne, je vois tes réponses. Alors, Benia, c'est les pères narcissiques qui adoptent cette stratégie de se couper leurs émotions, entre autres, oui, les pères narcissiques font ça aussi, mais ce ne sont pas les seuls. Sabrina, échelle émotionnelle de Anseyes. Absolument, Sabrina. Gladys, good news, oh yeah. Alors, pourquoi la colère est-elle si haute? C'est comme ça, en fait. L'énergie, en fait, la colère, socialement, elle est mal acceptée, mais la colère, il y a de l'énergie dans la colère parce que comme il y a un obstacle à notre bonheur, on a besoin d'énergie pour dépasser cet obstacle. Donc, après, ce n'est pas la colère en elle-même qui est mauvaise. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Si j'utilise l'énergie de la colère pour faire des choses qui vont me permettre d'avancer, la colère, il n'y a pas de problème, elle est saine. Si j'utilise la colère simplement pour détruire les autres ou moi, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc, la colère en soi n'est pas un problème. C'est qu'est-ce que je fais de l'énergie de la colère? C'est quoi le vrai besoin qui fait que je suis en colère? Ok. Alors, Anaïk, ça dépend aussi de ce qui vient, l'oignon. Oui, Anaïk, mais tu vas voir que, en fait, c'est juste la même chose, mais il y a un petit décalage temporel. Alors, Highway, alors c'est bien d'être en colère? Ben, tu sais, Highway, c'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça.
Donc, comme je te disais, enfin, comme je viens de le dire, pardon, c'est pas d'être en colère, on ne va pas porter de jugement là-dessus, puisque de toute façon, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est qu'est-ce que je fais de cette colère? Qu'est-ce que je fais de cette énergie? Est-ce que je mets en place des choses? Est-ce que j'utilise cette énergie pour mettre en place des choses pour avancer? Ou est-ce que je la retourne contre moi et que je me casse un membre, que je me foule une cheville? Là, ça ne fera pas avancer. Colère et joie sont l'un au-dessus de l'autre. Non, Michel, la joie, c'est tout en haut. La colère, elle est sous la joie. Comment l'apathie peut-elle se retrouver au milieu de l'échelle? Je ne sais pas, Nicolas. Il faut voir avec Hans Sayes. Il a déterminé ça et on vérifie ça quand même. Maë, je ne veux pas être en colère. Maë, tu n'as pas le choix, en fait. Tu as le choix d'être dans le déni de ta colère. Pas de souci. Tu peux ne pas vouloir l'avoir. Mais, en fait, tu n'as pas de contrôle là-dessus. C'est des processus sur lesquels le conscient n'a pas de contrôle sur les émotions. Impression que la colère se nourrit et ne se tarit jamais, Isabelle. Alors, écoute, c'est en fait, si tu ne l'évacues pas et si tu ne mets pas les choses en place pour franchir cet obstacle qui fait que tu es en colère, la colère ne va pas disparaître. Pour que la colère disparaisse, il faut faire deux choses. Il faut l'évacuer et il faut répondre aux besoins que cette colère te balance. Mais avant d'y répondre, il faut l'identifier. Comment identifier la joie? La joie, c'est la seule émotion qui n'a pas de résonance dans le corps. Parce qu'en fait, c'est censé être un état normal. Donc, autant la colère toutes les autres émotions vont avoir une résonance dans le corps, mais la joie, c'est la seule émotion qui n'a aucune résonance dans le corps. Donc, tu peux identifier la joie quand, dans ton corps, il n'y a plus rien. Et comment faire pour ne pas s'écrouler totalement si on libère ses émotions? Tu fais ça avec un professionnel. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis que moi, je vous donne la stratégie. Je ne prends pas de pincettes, je vous dis vraiment les choses, que ça plaise ou pas. Mais effectivement, comme c'est des processus puissants qui vont chercher des choses très profondes, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça. On ne va pas faire un tuto comment je libère ma colère en 5 étapes et 46 secondes, même si, etc., etc. Non, c'est vraiment des choses très profondes. Donc, ça nécessite de faire ça avec un professionnel qui est aguerri à ces techniques-là. Et pourquoi aussi il faut le faire? Parce que des fois, on peut rentrer dans des dissociations. Et si en face, vous n'avez pas quelqu'un qui sait gérer ça, ça peut être problématique. Alors, Chantal, la colère d'une personne PN augmente car pas d'échange réel. De toute façon, avec un PN, tu peux que aller là-dedans. Mais comment alors ça, j'ai répondu. Je suis low pour 9A. Je ne comprends pas. Codépendant égale forcément manipulateur. Bon, après, quand on est dans la dépendance affective, je vais peut-être en faire fuir un bon paquet, mais oui, en général, on manipule. Et de toute façon, soyez conscient d'une chose, si vous attirez toujours des manipulateurs, c'est qu'ils viennent vous montrer une partie de vous qui manipule. Est-ce qu'une personne trop empathique peut être apathique? Moi, quand j'entends personne trop empathique, j'entends personne qui ne se respecte pas et qui veut faire plaisir à tout le monde. Parce que si je suis véritablement empathique, non, en fait, tu peux être empathique et être apathique, oui. Parce que finalement, l'empathie, c'est un sentiment envers les autres et l'apathie, c'est une émotion que tu ressens. Yann qui nous dit « J'ai lâché beaucoup de tristesse, ça va mieux, mais pour autant, j'ai toujours du mal à avancer car j'ai peur de la réaction des autres, mes enfants. » Oui, Yann. Donc, comme tu dis, ça va mieux, mais le boulot n'est pas terminé. Donc, si tu as peur, il faut que tu lâches de la peur. Et ça nécessite de faire des réparations. Mais je vais y venir tout à l'heure, on va avancer. Alors, Caroline, conditionnée depuis ma naissance par un père PN, je me suis coupée de mes émotions pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que je coupe ce lien d'emprise pour découvrir que ma dépendance affective venait de ce conditionnement très toxique. Je me réapproprie enfin mes émotions et mon libre arbitre. Là, quand on lit Caroline, on comprend que la dépendance affective, c'est aussi une protection qu'on va utiliser pour survivre. C'est pour ça qu'on va respecter ça, c'est très important.
Alors, Joël, où se situe la haine? Bon, la haine, c'est une variante de la colère. Hein. C'est une variante de la colère, donc on est au niveau de la colère. Alors, la colère réprimée peut-elle me détruire de l'intérieur? Oui, Michel. Et je vais te dire, en fait, l'inconscient, dans sa logique, il te balance l'intuition. Si tu n'entends pas, il te balance l'émotion, par exemple la colère. Si tu n'entends pas, il va te balancer des petits bobos. Et si tu veux encore pas entendre, il va te balancer la maladie. Et dans sa logique, il peut aller jusqu'à te tuer pour ton propre bien. Donc, il y a certaines maladies, là, elles sont déclenchées par les émotions complètement réprimées. Mais quand je suis en colère, je sens la violence et l'envie de faire mal. Oui, donc c'est la colère, mais tu peux choisir de la libérer d'une autre façon que de faire mal à quelqu'un. Je vais m'arrêter là pour les émotions parce que les messages s'accumulent, j'en ai 90 qui arrivent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on avance. Alors, quel genre de maladie? Tu nous dis, Martin, bon, ben, les cancers, il n'y a pas plus psychosomatique qu'un cancer. Si des gens s'intéressent à la médecine chinoise, le foie, c'est l'organe de la colère, donc cancer du foie. Le pancréas, c'est l'organe de la rancune. Donc voilà, si vous allez sur Internet et vous regardez tous les trucs de médecine chinoise, vous trouverez plein d'infos là-dessus sur les maladies somatiques que le corps est capable de déclencher si on n'écoute pas ses émotions. OK. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'enchaîner sur la façon dont on fonctionne. Alors, il faut comprendre que on va capter le monde qui nous entoure, on va appréhender le monde qui nous entoure à travers nos organes des sens. La vue, l'auditif, kinesthésique, c'est le toucher, olfactif, odeur, et le goût. C'est-à-dire que il y a plein de capteurs, sensoriels. Tout ça arrive au niveau du tronc cérébral et fait remonter les infos. Donc, c'est comme ça qu'on va appréhender, capter le monde qui nous entoure. Et donc, tous ces organes des sens vont faire remonter l'info au cerveau reptilien. On va lui mettre de la couleur, le reptilien. Tiens. On va lui mettre du jaune. Non, du rouge plutôt. Alors, le reptilien. Lui, le reptilien, il ne pense pas, il ne réfléchit pas, il n'analyse pas. Il est responsable de l'action ou de l'inaction. Il fait ou il ne fait pas. Alors, on me dit, je ne vois pas ce que tu dessines. Ah ah. Vous ne voyez pas ce que je dessine? Est-ce que vous voyez ce que je dessine maintenant? Yes, c'est bon. OK. Donc, je la refais. Allez, je la refais. Donc, ah ben non, je mets du blanc. J'adore mon tableau. Donc, on va capter le monde qui nous entoure à travers nos organes des sens. La vue, l'auditif, kinesthésique, c'est le toucher, olfactif et le goût. On a tous les capteurs et l'info remonte, fait remonter l'info jusqu'au cerveau reptilien. OK. Et comme je vous disais, lui, il ne réfléchit pas, il ne se pose pas de questions. Il est responsable de l'action. Il ne fait pas, il agit pas. Et donc, comme il ne réfléchit pas, donc l'info arrive comme ça, les organes des sens, il ne se pose pas de questions, boum, il va transférer l'info au cortex, couche supérieure du cerveau, le cortex préfrontal. Lui, il a un mode de fonctionnement logique. Il est dans la logique.
il analyse, il veut comprendre ce qui nous arrive. Donc, il cherche. Alors, Michel me dit, est-ce que je peux répéter les deux derniers points? Quel point, Michel? Donc, je refais le schéma pour toi, Michel. On capte le monde qui nous entoure par nos organes des sens, c'est-à-dire par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on touche, par ce qu'on sent, par ce qu'on goûte. Donc, on a plein de capteurs sensoriels. Et puis, tout ça, c'est tout un réseau de nerfs qui arrive dans la colonne vertébrale au niveau du tronc cérébral, là, et sous forme d'impulsion électrique, tout ça, ça amène l'info. Est-ce que c'est OK pour toi pour l'instant? Et cette info, elle arrive au niveau du cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est une première couche du cerveau, une couche archaïque, à l'époque où nous n'étions que des reptiles. Mais cette couche, ce cerveau reptilien, il ne réfléchit pas, il ne pense pas, il ne peut que agir ou ne pas agir. Il fait ou il ne fait pas, mais il n'analyse rien, lui. Donc, comme il n'analyse pas, il va passer l'info au cortex, qui est en haut. Il reçoit, il balance, il dit au cortex, bon, ça c'est pour toi, tu te débrouilles. Le cortex, il reçoit l'info et lui, il a un mode de fonctionnement logique. Il analyse et il se pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? Il veut comprendre, qu'est-ce qui m'arrive? Et il a beau chercher, il arrive, il ne comprend rien, de toute façon. Donc, il va passer l'info à une autre partie du cerveau qui est en dessous, qui s'appelle le limbique, système limbique. Le système limbique, lui, il a un mode de fonctionnement, il n'est pas logique, lui, il fonctionne avec l'imaginaire. Il imagine. Mais c'est aussi, le système limbique, le siège des émotions. Parce que c'est le disque dur, c'est notre disque dur, le système limbique. C'est-à-dire que c'est lui qui enregistre tout ce qu'on vit depuis qu'on est dans le ventre de maman. Toutes les situations qu'on vit, là, je vous ramène ici, toutes les situations qu'on vit, les idées qu'on a, les émotions avec les ressentis et les comportements, quand c'est mis en mémoire dans le corps et dans le cerveau, c'est mis en mémoire dans le limbique. C'est lui qui stocke ça, c'est le disque dur. OK? Donc, c'est le disque dur, ou si vous préférez, la base de données. Donc, le cortex passe l'info au limbique et lui dit « Ok, limbique, quand je reçois ces infos du monde extérieur, qu'est-ce que je fais d'habitude ?» Bon, le limbique, il ne se prend pas la tête, hein, il regarde dans sa base de données. Ah, bah, d'habitude, tu ressens telle émotion et tu fais telle action, tu as tel comportement. Donc, c'est le limbique qui ensuite va donner l'ordre au reptilien d'agir. Après avoir regardé dans sa base de données, il dit au reptilien, tu fais ça. Le reptilien, il ne se pose pas de questions, il fait ce que le limbique lui dit de faire, c'est tout. Donc, il agit. OK? Et c'est après que le reptilien ait agi qu'il va dire au cortex, ah, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, il remonte l'info au cortex, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est là que le cortex va donner un sens à la situation. Là, il va donner un sens à la situation et c'est notamment comme ça que vont se former les croyances. Okay? Et vous comprenez bien qu'il suffit qu'il y ait un seul de ces paramètres qui soit défectueux
pour que le sens donné à la situation soit faux. C'est-à-dire que si, par exemple, au niveau des organes d'essence, j'ai un organe d'essence qui est défaillant, je peux donner un sens faux à la situation. Si dans mon limbique, j'ai eu une interprétation erronée, à un moment donné que j'ai fixé, eh bien, je vais toujours être là-dedans, persuadé que c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Là, vous comprenez pourquoi chacun est dans sa vérité, mais il y a plein de choses qu'on a interprétées et qu'on a pris pour vraies, et pour nous, c'est notre vérité. Donc, tout le boulot, ça va être de faire du nettoyage là-dedans. OK? Est-ce que c'est clair, cette histoire de comment on capte le monde qui nous entoure, comment on crée nos croyances, comment on répète toujours les mêmes choses parce qu'on regarde dans le disque dur? OK, super. Ça a l'air d'être clair, donc c'est génial. Alors, je vais enchaîner avec un dernier schéma où, alors je vais tourner mon truc, j'espère que ça fonctionne. Où on va voir comment tout ça, la dépendance affective a pris naissance et tous nos problèmes ont démarré. Alors, vous me dites si vous voyez mon tableau, parce que je suis en train de faire une manip là, et je ne suis pas convaincu que ça fonctionne bien en fait. Donc, c'est super important. Donc, je vais éventuellement prendre le temps, sinon, de faire en sorte que ça revienne. Alors, Rosine dit, ce serait bien de changer de disque dur. Bah, il faut faire du nettoyage, il faut le défragmenter, le disque dur, Rosine, c'est tout. C'est juste ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage le temps de régler le petit souci technique que j'ai avec mon truc de partage d'écran. Hop, c'est reparti. J'espère que ça va bien le faire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on enchaîne. Je repartage. Hop. Go. Alors, plusieurs d'entre vous ont posé la question, comment est-ce que la dépendance affective, finalement, elle se crée, quoi. Mais au-delà de la dépendance affective, comment est-ce que finalement les choses vont évoluer chez nous? Alors, dites-moi avant si c'est OK pour vous le tableau, si vous le voyez bien, s'il vous plaît. Hop. Yes, super, 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 super. Alors, c'est parti, on y va. Je mets du blanc. Il faut nous voir, donc ceux avec qui on a bossé, tableau noir uniquement, bah, c'est super Sabrina, c'est ce que je vais faire, je continue à dessiner là. Alors, quand vous êtes venu, alors on me dit, je ne vois pas le tableau. Qui voit le tableau, qui ne le voit pas? Là, je vais faire un truc, vous voyez ce que je fais ou pas? Yeah, super. Alors, c'est important de comprendre comment on fonctionne, effectivement. Pour ceux qui sont déjà venus en séminaire, on parle de l'oignon. Okay, cet oignon, on peut aussi modéliser les choses d'une manière différente, c'est avec le vase. Ça aussi, c'est un grand classique, mais j'aime bien utiliser le vase parce qu'on peut tous être symbolisés par un vase. Okay, allez, je vais le faire un peu mieux. Le vase. On peut tous être symbolisés par un vase. Okay, et puis,
Alors déjà, dans ce vase, on va arriver dans ce monde avec l'héritage de papa et maman. Ça veut dire que tous les problèmes qui n'ont pas été réglés dans la famille, c'est pour nous. Donc Gladys, si tu te fous de ma gueule, ça ne va pas le faire. Tous les problèmes qui n'ont pas été réglés dans la famille, on arrive avec. Donc les gens vont appeler ça, comment ils appellent ça? L'ADN, l'hérédité. Mais c'est aussi qu'est-ce qui traîne dans la famille, les maladies, les problèmes non résolus de manière générale. Donc ça, c'est le cadeau de papa et maman. On vient avec ça. Et puis, il y a la grossesse. Je suis dans le ventre de maman, j'ai à manger, et puis il va se passer plein de choses. Le bébé baigne dans le liquide amniotique et il ressent absolument toutes les émotions de la mère. C'est-à-dire que si, à un moment donné, maman est triste parce qu'il y a des embrouilles avec papa, le bébé va ressentir cette tristesse. S'il y a un jumeau qui s'en va, le bébé va vivre ça aussi. S'il grandit dans un utérus où il y a eu déjà une fausse couche, un bébé mort, il va grandir avec l'énergie de ce bébé mort. Bref, il va se passer plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour expliquer à ce bébé ce qui se passe. Il n'y a personne pour expliquer ça. Donc, il va déjà, dès l'âge de 6 mois, voire même avant, il y a des études qui ont été faites là-dessus, mettre en place des croyances. Je ne suis pas digne d'être aimé, si l'enfant n'était pas désiré, etc., etc. Plein de choses. Okay. Et ça va créer chez cet enfant un blocage énergétique. Ah, j'écris trop mal. Blocage énergétique. Et ce blocage énergétique, il y a une émotion qui est bloquée aussi là-dessus. Peur, colère ou tristesse. Donc, s'il y a une émotion qui est bloquée, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé chez ce bébé. OK? Et au niveau des pensées, il y a une croyance qui peut être mise en place. Je ne suis pas digne d'être aimé, on ne veut pas de moi, etc., etc. On m'a abandonné. Tout ce que vous voulez, ça peut déjà venir de là. OK? Et ça, j'en mets une. Et vous pouvez bien vous imaginer qu'en 9 mois, on peut avoir la dose. Hein. Ensuite, il y a la naissance. J'étais au chaud, j'avais à manger. Et là, c'est parti. L'utérus qui se contracte, qu'est-ce qui se passe? Maman veut me tuer, les forceps, voilà. Il peut se passer plein de choses à la naissance. Pour la petite histoire, je vais vous parler de moi. Moi, à la naissance, je ne respirais pas. Donc, on m'a pris par les pieds et on m'a mis des claques pour que je respire. OK? Est-ce que vous pouvez imaginer, pour un enfant, un bébé, quand il arrive dans ce monde, qu'il se prend des claques, ce que ça peut faire? Abandon, dépendance affective à plein, à plein, à plein, rejet, tout ce que vous voulez. Voilà. Welcome. Ça, c'est du vécu, ce que je vous dis. Mais voilà, il y a plein de gens avec qui il se passe plein de choses. Si, à la naissance, le bébé, il est né par césarienne, il faut aussi savoir qu'on est équipé d'une énergie pour sortir. Quand on fait la césarienne, le bébé ne peut pas vider cette énergie. Cette énergie reste en lui et ça fait des enfants pleins de colère. Donc on va dire, oui, cet enfant est un enfant à problème, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ben non. Le gamin, c'est juste qu'il a cette énergie en lui depuis qu'il est né, qu'il n'a pas pu évacuer parce qu'il est né en césarienne.
Donc, ça ne sert à rien de lui filer des médocs et de lui mettre des étiquettes TDAH ou je ne sais pas quoi. Il faut juste lui faire refaire sa naissance, qu'il puisse sortir ça, c'est tout. Mais comme beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça, on va dire plein de choses là-dessus. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est juste pour vous dire qu'il se passe plein de choses. OK? Et ça va créer plein de problèmes moi, on va appeler ça, il y a plein de noms, des sous-personnalités en souffrance, des sous-personnalités psychoactives, blablabla. Bla, bla, bla. Pour moi, ce sont des parties de nous en souffrance. C'est tout. Et ces parties de nous en souffrance, elles sont en nous. Même si j'ai 40 ans, tant que je ne les ai pas réparées, elles vivent en moi. C'est tout, c'est comme ça. Et il n'y a pas de je ne veux pas le voir ou machin, c'est implacable. OK? On n'en est qu'au début. Après, il y a retour de couche, période de 0 à 3 ans. Si maman fait je ne sais plus comment ça s'appelle, dépression postpartum, voilà, l'enfant peut mettre en place la croyance, c'est de ma faute si maman est malade, etc., et dépressive et tout. Après, il y a l'école maternelle. Vous savez à quel point les enfants sont formidables entre eux. Et les adultes qui s'en occupent, une fois que les parents sont partis, ils sont toujours bienveillants, c'est bien connu. L'école primaire, les humiliations, les vols de goûter. Il y a des gens que ça fait rire un vol de goûter, mais c'est pas drôle pour un enfant un vol de goûter. L'enfant qui va se faire voler son goûter, il va vivre ça mais très très mal. C'est bon, le collège, le lycée, les premiers râteaux, tout ça. Et en fait, vous vous rendez compte que dans ce vase, on va y verser toutes les émotions non exprimées. Donc, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On va y verser du stress. OK? Et on remplit avec ça. Et quand trop, c'est trop. Quand trop, c'est trop, ça déborde. OK? Il y a des gens qui appellent ça la maladie. Il y en a, ils appellent ça le burn-out. Moi, j'appelle ça un état de mal-être. OK? C'est tout. Et la dépendance affective, comme tous les restes des problèmes, vous la mettez là-dedans. C'est comme ça que ça vient. Donc, des fois, les gens me disent « Ah oui, mais il n'y a pas que la vie intra-utérine parce que… » Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ça peut être à la primaire, ça peut être tout ça, mais bien souvent, ça commence dans la vie intra-utérine et après, ça ne fait que confirmer et renforcer. En fait. OK? Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? Dites-moi dans le chat si c'est clair ou s'il y a besoin qu'on revienne sur des choses. Super, au top. Alors, maintenant, la stratégie. Comment on fait pour sortir de ça? Parce que tout le monde a un vase, hein. Pas de problème. On va commencer par apporter du positif. On va renforcer le vase. Et ça, tous les gens qui ont bossé avec moi savent qu'on va toujours commencer par la sophrologie, la relaxation. Ça sert à ça. Ça sert à renforcer le vase, on récupère des ressources et ensuite, quand ça c'est fait, déjà on va mieux. Là, on va interroger le corps en utilisant les thérapies psychocorporelles, les techniques, pour vider le vase. C'est-à-dire que quand on va interroger le corps, il va faire remonter ces événements. On va revivre ces situations en état de régression. Donc, on va pouvoir évacuer les émotions de l'oignon anaïque. Et dans un cadre thérapeutique, on va pouvoir répondre aux besoins. Quand on fait des réparations en séminaire de thérapie, c'est ce qu'on fait.
on va contacter une partie de nous qui est en souffrance, la petite abandonnée, la petite qui a demandé à papa et papa l'a envoyé chier ou je ne sais rien, machin, tout ça. Et elle va faire la demande qu'elle n'a pas pu faire à l'époque et qui était restée coincée et que finalement, elle rejouait inconsciemment avec tous les hommes ou toutes les femmes, si c'est un mec. Et bien là, on remonte à l'origine. Et quand on répond à ce besoin, on répare la partie en souffrance. C'est ça qu'on fait. Et du coup, comme la partie en souffrance est réparée, la croyance limitante va dégager. Exactement, Michel. Le corps ne triche jamais. Et vous comprenez maintenant pourquoi ça ne sert à rien de se poser 10 000 questions sur il m'est arrivé ceci. On s'en fout. On interroge le corps, lui, il va balancer la situation telle que c'était. Il ne se pose pas de questions. Et là, vous comprenez aussi pourquoi c'est nécessaire de travailler avec des gens qui sont au courant de ça, qui savent gérer ça, pour ne pas perdre de temps, pour vraiment aller là où ça coince, ce besoin non assouvi. Là, je vous la fais parce qu'il y a quelques subtilités quand même, c'est-à-dire que une partie en souffrance ne peut pas être réparée, par exemple, s'il y a un besoin d'affection, tant qu'il y a encore de la colère. Donc, il y a quand même des étapes à respecter, si vous voulez. Vous comprenez ? Et la thérapie, ça consiste à vider le vase, c'est-à-dire à réparer toutes ces parties en souffrance qui se sont créées au fur et à mesure de notre vie. Et quand vous faites ce travail-là, donc vous comprenez pourquoi je vous parlais de travail de profondeur, là, on va dans le vase. Et souvent, on dit, bon, moi, je veux régler ci, je veux régler ça, je veux régler ça. OK, ça, consciemment, on veut ça. Mais là, on est dans le corps inconscient. Et lui, il a ses propres priorités. C'est lui qui décide, pas vous. Alors, je vois une question, est-ce que le MDR peut être une technique pour vider ce vase? Oui, le MDR, c'est une technique formidable qui va servir à libérer les émotions. Mais le problème, c'est que 99% des thérapeutes passent à côté de cette histoire de besoin. Et si tu fais de l'EMDR, tu libères l'émotion, mais que derrière, tu ne réponds pas aux besoins, tu iras un peu mieux, parce qu'il n'y aura plus d'émotion, mais tu seras toujours mal, parce que le besoin ne sera toujours pas comblé. Donc l'EMDR, c'est une technique formidable, mais il faut aussi aller plus loin que ça et répondre aux besoins. C'est très important. Donc voilà. Alors, c'est très important là, on est vraiment sur la stratégie, c'est ça. Donc, si vous travaillez avec un thérapeute, vous pouvez discuter de ça avec lui ou elle, et vous voyez quoi. Vous savez où vous allez. Et elle va vous accompagner ou il va vous accompagner, le thérapeute, pour que vous libériez les parties. Si il ne sait pas faire ça, allez voir quelqu'un d'autre. Parce que tant que vous ne réparez pas, que vous ne comblez pas ce besoin, vous allez galérer pendant des années. Ça, c'est très important. Alors, on me dit qu'est-ce que je pense de la PNL? Moi, je pense qu'il n'y a pas une technique. Alors, j'utilise certaines techniques, j'utilise aussi la PNL des fois. En fait, toutes les techniques ont plein de choses bien. Après, parce que là, des fois, on va utiliser la PNL aussi pour faire ça. Mais au-delà de la technique, c'est vraiment d'avoir conscience de comment les choses fonctionnent et de travailler avec les émotions. Parce que le problème de tout ça, si vous voulez, c'est qu'en fait, on n'a pas conscience de ça. Et les gens vont vous dire, ah ben non, mais moi, tout va bien. Et quand on vous dit ça, il y a une tristesse énorme. Si le thérapeute n'est pas capable de sentir ça, il va prendre pour argent comptant ce qu'on dit. Que vous dites, ce que je dis, ce que le patient dit. Et en fait, s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir en fait, de cet atelier, c'est que finalement, entre ce qu'on dit consciemment, de bonne foi, hein, et ce qui se passe vraiment dans l'inconscient,
il y a un gap, mais ça, c'est même plus un gap. Et c'est pour ça que si on reste au niveau conscient, on est en surface des problèmes et ça n'avance pas. Si on veut que ça avance, il faut aller travailler au niveau inconscient parce que c'est l'inconscient qui balance les émotions, c'est le corps et il ne triche jamais. Il ne triche jamais. Vous n'avez pas action sur vos émotions, sur votre inconscient. Et c'est là que se trouvent toutes vos ressources, c'est là que se trouve aussi la source de vos problèmes. Bon, l'hypnose, des briques, je ne suis pas un grand fan, mais il y a des trucs fantastiques dans l'hypnose aussi. Après, l'hypnose ne va pas faire de réparation. Alors, cette histoire de réparation, c'est fondamental. Et c'est pour ça que moi, dans tous mes programmes, quand les gens veulent faire un travail sérieux, même dans mes formulaires, il y a marqué « Est-ce que vous êtes prêt à venir en séminaire de thérapie ?» Parce que ça, on ne peut pas le faire par Internet. Donc, quand on veut vraiment aller au fond des choses, ça nécessite qu'on va bosser sur le corps, le corps, le corps, le corps. Et on ne peut pas bosser sur le corps par Internet. Est-ce que aurais-tu un exemple concret d'illustration? Je ne sais pas, un exemple de quoi, Émeric? Une fois que l'on l'a fait en thérapie, on peut demander en dehors, non? Ben, après, quand tu as pris conscience de ton besoin, en fait, tu l'as fait passer de l'inconscient au conscient. Là, tu sais que c'est un vrai besoin. Et là, tu vas vraiment répondre à ton besoin. Donc oui, tu peux demander en dehors. Et tu as intérêt à le faire pour aller mieux. Parce que tu as conscientisé ton véritable besoin. Quand on a conscientisé son véritable besoin, déjà, on va beaucoup mieux. Et surtout, tout ce qu'on fait est aligné avec ce dont on a besoin pour aller mieux. Le problème, c'est quand on n'a pas conscience de son véritable besoin et qu'on est dans un leurre. C'est ça le problème. Alors, Gladys qui nous dit faut-il connaître ce qui s'est passé pendant et après l'accouchement? On s'en fiche, Gladys. Tu sais pourquoi? Parce que l'info a tout enregistré. Le corps a tout enregistré. Le corps a tout enregistré. Donc, même si vous n'avez pas d'infos, quand on va titiller ça et que votre inconscient estime que vous êtes en état de recevoir ça, parce qu'il n'est pas fou l'inconscient. Si vous n'êtes pas capable de recevoir l'émotion, vous n'irez pas. Il va faire barrage. C'est pour ça qu'on dit toujours que les choses viennent au bon moment. Donc Gladys, ce n'est pas un problème si tu n'as pas de connaissance de truc, tu as l'info, l'info est dans ton corps. Alors, si je comprends, le corps le sait, mais donnons-nous un sens correct à ce qui se passe, quel en est le besoin. Alors justement, quand tu fais la régression, c'est à ça que sert un thérapeute, il ne va pas te le dire si c'est un bon thérapeute, mais il va t'amener à exprimer ton besoin. Et là, Gladys, toi, tu es venu en séminaire, donc tu sais que quand il y a des gens qui viennent et qui demandent qu'on est un peu chiant, des fois on dit, bon, est-ce que tu es prêt à faire le travail avec un tel et à faire une demande? Tant que la demande ne correspond pas aux besoins, on dit aux gens que ce n'est pas bon. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle quand je dis ça. On les fait répéter, machin et tout, c'est parce que ce n'est pas le vrai besoin. Et quand les gens expriment vraiment le vrai besoin qu'elle a, là qu'il y a une libération, et ça ne prend pas des années. Ceux qui sont venus, ils le savent. Ça comble le besoin quasiment instantanément. Ok, tu as identifié ça. Donc Caroline, oui, l'illusion est l'obstacle majeur à la guérison, il faut prendre conscience. C'est ça, en fait, c'est déjà conscientiser le vrai besoin. C'est exactement ça. Émeric, angoissé de prendre la parole en public, je me suis fait violence pendant des années pour me remplir d'expériences positives, en changer ma croyance imitante, mais cela ne marche pas toujours aussi peur. Et tu comprends pourquoi, Émeric, c'est que tu peux mettre toutes les croyances positives que tu veux, mais si à un moment donné, il y a une partie de toi qui est dans la peur et que cette peur est bloquée dans ton corps, elle est dans ton corps, elle n'est pas dans ta tête. Donc, tant que tu ne la libéreras pas, tu vas galérer. Roselyne, est-ce qu'on peut faire cela en couple? Ben oui, quand on travaille en couple, ça va carrément plus vite, puisque c'est génial quand les gens travaillent en couple.
Le fait de conscientiser le besoin suffit-il à le réparer, à le combler, demande Michel. Alors, c'est une bonne chose, mais non. Conscientiser, il faut derrière faire la réparation. C'est très important. C'est indispensable. Que penses-tu de l'injonction thérapeutique? L'injonction thérapeutique, c'est une technique qui aide, mais quelqu'un qui manque d'amour, tu peux faire toutes les injonctions thérapeutiques que tu veux, ça ne servira à rien. Quand on sait comment la grossesse et l'accouchement s'est passé, j'avoue que cela a mis en lumière le mal-être que mon corps me hurlait. C'est inconscient, mais quand j'ai su, alors j'ai compris pourquoi je souffrais tant. C'est un premier pas qui aide exactement. Alors le coup, tu veux le coup de quoi, livre? Est-ce qu'on peut faire avec son enfant? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton enfant, Sabrina? Livre, si tu veux le coup d'un séminaire, c'est un programme complet en fait, parce que je vais t'expliquer plus tard que ça c'est une chose, mais derrière, il faut travailler sur les comportements. Et si tu veux, tu peux prendre rendez-vous là après le truc et je t'expliquerai tout ça. Je te ferai un programme personnalisé et tu verras si tu veux venir ou pas. Ça ne te coûtera rien de prendre rendez-vous. Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire? Avec mon neveu, un séminaire. Il a quel âge ton neveu, Sabrina? 11 ans? Non. Non. 11 ans, c'est les parents qui doivent bosser. Parce que les enfants utilisent un comportement pour dire aux parents, il y a ça qui ne va pas chez toi. Si ton neveu de 11 ans, il a une problématique au niveau de la grossesse de la naissance, là, par contre, il faut lui faire ce qu'on appelle un revécu de naissance. Il faut lui faire revivre sa naissance. Et ça, on ne va pas le faire en séminaire, encore qu'on a tellement de demandes qu'on se pose la question. Mais ça veut dire qu'on prend rendez-vous ou tu trouves quelqu'un qui fait ça par chez toi dans le sud. Mais voilà, c'est en individuel. On va mettre le cadre. Et dans l'idéal, si les deux parents peuvent venir, comme ça, c'est eux qui l'accueillent. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me disent le prix d'un séminaire. Moi, la façon dont je travaille, c'est je fais des programmes sur mesure. Donc, tous ceux qui sont intéressés, je vous mets un lien. Je vous mettrai un lien, vous pouvez prendre rendez-vous et après l'atelier, je vous appelle et j'aurai besoin de vous poser quelques questions pour savoir où vous en êtes. Et là, je vous donnerai un prix global pour tout le programme et ça ne vous engage à rien, il n'y a pas de souci. Si l'injonction est utilisée en complémentarité avec des massages du corps. Vincent, moi, je te donne le principe. Si c'est un travail thérapeutique, c'est-à-dire que si quelqu'un utilise l'injonction de manière subtile pour que tu conscientises ton besoin, ça peut être super. Après, tu vois, c'est là que tout va dépendre. En fait. Ma thérapeute fonctionne comme ça. Alors, qu'on soit clair, moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, je vous présente là quelque chose qui fonctionne, mais il y a probablement plein d'autres choses qui fonctionnent et dont je ne suis pas au courant. Il faut être très lucide là-dessus. Donc, je ne peux pas me prononcer en fait sur des gens ou des choses que je ne connais pas. Mais voilà, après, quand vous êtes au courant de ça, vous pouvez faire ça de différentes manières, il n'y a pas de problème. Manuela, j'ai déjà essayé plusieurs choses, mais je reviens en arrière. Il faut voir ce que tu as essayé, Manuela. Alors, ce revécu de naissance se fait auprès de quel thérapeute pour petit-fils de 11 ans né par césarienne? Je ne sais pas où tu es, Michel, mais nous, on est sur Angers, on fait ça. Je ne connais personne, je ne sais pas déjà d'où tu viens. Et de toute façon, je ne connais personne qui fait ça, mais ça doit exister, j'imagine. Manuela, je n'habite pas en France, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire ce travail de libération. Alors, Manuela, tu prends l'avion. Il y a plein de gens qui viennent en séminaire, qui sont même présents dans ce chat, qui sont très loin d'ici. On va dire leur nom, mais s'ils veulent se signaler, ils se signalent. Voilà, des gens qui viennent de Dubaï, de l'île Maurice, du Qatar. On a eu Suisse, Belgique, Hollande. Voilà, Annick, elle a dit, je voulais pas dire, elle vient du Canada, elle a fait le chemin du Canada et elle te dit ce qu'elle en pense elle-même. Benia, comment peut-on combler le sentiment d'insécurité généré par un père absent? Et si tu reprends ça, Benia, c'est qu'à un moment donné, quand papa était absent, c'était quoi ton besoin? Tu l'as identifié, c'est la sécurité. Ça veut dire que tu viens en séminaire et tu vas voir un thérapeute qui connaît ça, qui va faire en sorte, si c'est le bon moment pour toi, de revenir là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on parle de séminaire et de groupe? Ça, c'est un truc important.
Parce que l'énergie qui circule dans un séminaire, dans un groupe de thérapie, c'est la même énergie qui circule dans une famille. Donc, quand on a une problématique comme Benia, où il y a un souci à régler avec papa, Benia, si elle vient en séminaire, elle va trouver papa parmi les participants. Et si c'est nécessaire, elle va pouvoir faire ce travail de réparation avec son papa, de substitution. Donc, pour répondre à Michael qui dit si notre besoin est l'affection, l'amour et la tendresse de notre mère, il faut lui demander même à 30 ans et sachant que ce n'est pas naturel chez elle. Alors, Michael, tu soulèves une question très intéressante. Si vous êtes dans la dépendance affective, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour de vos parents. Okay, c'est comme ça que vous l'avez vécu et ça ne se discute pas puisque c'est comme ça. Mais il faut aussi comprendre que si vos parents eux-mêmes, vous aimez vos parents, mais si eux-mêmes n'avaient pas reçu suffisamment, ils ne peuvent pas vous donner quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Donc, Michael, ta mère, tu la laisses tranquille. Si elle n'a pas pu te donner avant, qu'elle n'a pas fait de travail thérapeutique, elle ne va pas pouvoir te donner maintenant. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que la thérapie s'impose quand c'est comme ça. Et quand tu vas venir en séminaire, tu vas trouver une maman de substitution avec qui tu vas pouvoir faire ça. C'est pas que ta maman t'aime pas, c'est qu'elle ne peut pas te donner quelque chose qu'elle n'a pas. C'est tout. Donc, à moins qu'elle ait fait ce genre de travail, ça ne changera pas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Anaï qui nous dit les choses ressortent quand on est prêt. Je comprends, mais on accélère quand même les choses à sortir avec la sophrologie. Absolument, Anaï. Plus vous allez bosser, rentrer dans votre corps, plus ça va être facile. Et ça, plus vous allez le faire, plus ça va vite venir. C'est-à-dire que au début, voilà, ça met un certain temps, mais plus vous le faites, et plus ça devient, vous êtes en contact avec l'inconscient. Et là, le mental se tait et tout ça. Alors, ou bien on se dit que si l'émotion se manifeste, c'est que notre corps nous dit qu'il est prêt. Si l'émotion se manifeste, c'est qu'il y a une partie de toi qui est en souffrance, donc une de ces fameuses parties à droite du tableau, qui te dit « Oh, Anaïk, occupe-toi de moi. Occupe-toi de moi. » C'est ça, en fait, que te dit cette partie en souffrance. Si tu n'es pas capable d'encaisser ça, elle ne te le balancera pas. Si elle te le balance, c'est que tu es en mesure de dépasser ça. Alors, Caroline qui nous dit « Tout comme j'ai accepté d'avoir un père PN qui est incapable d'aimer qui que ce soit, y compris lui-même, j'ai accepté pour ainsi me détacher. » Écoute, l'acceptation, c'est très important, effectivement, mais ça n'empêche que toutes les, comment dirais-je, toutes ces parties en souffrance qui ont manqué d'amour ont besoin d'être réparées quand même, si tu veux, Caroline. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, j'ai l'impression qu'on a épuisé les questions. L'hypertension est un langage du corps qui dit « Houhou ». Ah ben, l'hypertension, elle te parle, Michel, elle te parle. Elle te parle à plein, à plein, à plein, à plein. Alors, on y va. Bon, ben là, je vous ai un peu tout dit, presque. Je vous ai fait le vase. Je vous ai parlé des émotions. Ouais, le mental. Ouais, je vais peut-être faire un... Quelle heure il est, là? Ouais, on est dans les temps. Hein. Ouais, le mental. On va parler du mental un peu. Alors, j'arrête le partage du tableau. S'il y en a qui sont intéressés par les photos du tableau, moi, là, je les ai enregistrées et je peux les envoyer par mail à ceux qui en feront la demande, il n'y a pas de problème. Alors, Henrik nous dit, faut-il au préalable sortir d'une relation de couple toxique avant d'entamer ce travail perso? Non, Henrik. Le travail perso, ce n'est pas les autres qui décident à ta place si tu fais le travail. Tu fais le boulot, tu t'en fous des autres. Gradiella, comment partir d'une maladie pour savoir le besoin non comblé?
Là, on interroge le corps, toujours le même principe, Graziella. On interroge toujours le corps, le corps, le corps. Alors, ceux qui veulent les schémas, vous m'envoyez un mail en retour, je vous enverrai tout ça, pas de souci. Je mettrai ça à télécharger. OK. Alors, on revient sur le keynote. Et pour parler du mental, je vais partager le bon. Oui. Le mental. Le mental, c'est notre ennemi numéro 1 dans ce travail. C'est notre ennemi numéro 1. Alors, je dis ennemi pour... c'est à la mode en ce moment d'utiliser des langages de guerre, on est en guerre. C'est pas que c'est un ennemi en fait, mais c'est, on va dire, un frein. Mais comme toutes les stratégies qu'on a utilisées, en fait, il y a une raison bien précise pour laquelle on rentre dans le mental. C'est-à-dire que quand on a un fonctionnement très mental, ça veut dire qu'à un moment donné, on a pris notre parti, on en a décidé de se réfugier dans notre tête parce que la souffrance était épouvantable, trop difficile à supporter pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'enfant, quand il vient dans une famille, il est dépendant de cette famille. C'est-à-dire que il a besoin qu'on le nourrisse, il ne peut pas dire aux gens allez vous faire foutre, vos parents. Donc, il doit rester là, il n'a pas le choix, il est dépendant. Comme il souffre, pour ne pas souffrir, il va mettre en place le mental. Il y a la souffrance, mais aussi l'éducation. C'est-à-dire que si les parents répriment constamment, ne pleurent pas, ne soient pas en colère, pas ceci, machin, hein, ils vont participer, l'éducation va participer aussi à la mise en place d'un mental puissant. Alors pourquoi est-ce que je parlais d'ennemi? Pourquoi est-ce que le mental, c'est quelque chose qui freine ce travail ou du moins l'empêche? Parce que c'est son rôle en fait. C'est-à-dire comme le rôle du mental, c'est de nous empêcher d'être au contact de nos émotions. Le rôle du mental, c'est de nous empêcher d'être dans l'instant présent. C'est ça son rôle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Soit il nous projette dans le passé. Et là, va ressortir tout le lot de remords, regrets, culpabilité, honte, bref, tout ça. C'est le mental qui va dans le passé. Ou alors, il vient dans le futur, et là, boum, peur, anxiété, angoisse de performance, j'y arriverai pas, etc., etc. Donc, si vous décidez de faire ce travail, un travail sérieux en profondeur sur vous, la première étape, ça va être de calmer le mental. Donc, je vous en avais déjà parlé, mais c'est super important d'avoir ça en tête. Vraiment, quand vous voulez passer par le corps, ça ne sert à rien du tout de mentaliser les choses. OK? Alors, Nicolas nous dit, Cyril, je suis perdu. Quel lien avec le premier objectif? Comment se manifeste la dépendance affective? Alors, comment se manifeste la dépendance affective, Nicolas? C'est les questions que je t'ai posées au début quand je te demandais c'est quoi ton plus gros problème? C'est quoi les erreurs que tu fais? C'est quoi les conséquences de ça? C'était ça, en fait, comment se manifeste la dépendance affective. Est-ce que c'est plus clair pour toi? J'ai du mal à rester concentré. Combien de temps encore? On a fini, en fait. Hein. Mais c'est vrai que là, je vous ai vraiment mis beaucoup de choses. Je vous ai mis l'essentiel, mais on est arrivé à la fin. Alors, juste pour terminer, donc voilà, se libérer de la dépendance affective, c'est faire un travail en profondeur. Pour faire le point, un petit récap, c'est reprogrammer ses pensées automatiques, c'est reprendre contact avec ses émotions et donc avec ses véritables besoins, c'est libérer les émotions du passé, c'est combler les manques affectifs de l'enfance, c'est répondre aux véritables besoins. Mais je vous ramène au premier schéma.
Et vous comprenez que se libérer de la dépendance affective, c'est aussi, hop, si ça marche mon truc, c'est aussi apprendre un nouveau comportement. C'est apprendre à un nouveau comportement. Et apprendre un nouveau comportement, ça veut dire qu'on va changer ses habitudes. Pour apprendre un comportement adapté, savoir quoi dire, quoi faire en toute situation. Et apprendre un nouveau comportement, c'est s'entraîner. Donc, quand vous avez fait ça, vous êtes sorti de la dépendance affective. Vous avez plus ces pensées, vous avez effectivement reprogrammé le disque dur. Vous avez libéré les émotions, comblé les manques affectifs, vous êtes en contact avec vos émotions, contact avec vos vrais besoins. Vous avez appris un comportement adapté, c'est-à-dire que vous êtes sorti de la fuite, du combat, tout ça. Vous n'avez plus besoin de thérapeute. Puisque comme vous êtes au contact de vos besoins et que vous avez le comportement qui permet d'y répondre, vous n'avez plus besoin de thérapeute, de coach, tout ça. Et pas besoin de quelqu'un pour vous dire. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que quand on utilise les bonnes techniques, la thérapie elle prend fin à un moment donné. Parce qu'on est vraiment au contact de ce qui nous fait du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis moi-même et que je fais ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin pour être bien, bon, et ben voilà, il n'y a pas de souci. Donc, des fois, on peut avoir, voilà, on va avoir des émotions et c'est normal hein, d'en avoir. On ne va pas porter de jugement là-dessus, mais la vie est belle, quoi. Alors, je vous montre une petite photo. Il y a des gens qui ça parle. Vous la voyez, la photo? Les gens qui sont venus en séminaire reconnaissent en fait la salle de travail. J'allais dire la salle de torture. Tiens, Sophie a dit ça. Alors, ceux qui sont venus au séminaire, pour la petite histoire, j'ai fait cette photo avant le démarrage d'un séminaire et au fond, vous reconnaîtrez Maître Yoda, Tonton Georges, mes amis Georges et Françoise, mes cothérapeutes, il manque les boîtes de mouchards, me dit Gladys. Elles sont planquées à gauche, il ne faut pas trop faire peur aux gens, Gladys. Et voilà, c'est là qu'on bosse en fait, c'est près d'Angers, c'est un lieu que je privatise tous les mois. Et ouais, et donc là, vous avez les trois thérapeutes. Manuela, je regarde la photo, mais vient vite l'envie de fuir la claustrophobie. Alors surtout, Manuela, fuis loin, loin, loin. Merci Lydia pour ton gentil commentaire. Merci, 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 merci. Alors, quel est le tarif du séminaire? Il dure combien de temps et surtout où se déroule-t-il? Alors, les séminaires, c'est à 40 km d'Angers. Ça dure 3 jours et il faut arriver la veille. Là, avec le Covid, le prochain, c'est du 18 au 20 mai, mais il n'y a aucune certitude qu'il aura lieu. On va attendre que le gouvernement nous autorise. Sinon, il y en a tous les mois, 5 au 7 juin, 15 au 17, etc. Si ça vous intéresse, si vous voulez en discuter, si, voilà. Là, vous avez un lien. Je vous le mets, https stopda. Vous pouvez prendre rendez-vous et je vous ferai un programme complet, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter, il n'y a pas de problème. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez faire ça ailleurs, faites ça ailleurs. Mais là, il est 17h. Nicolas, j'attends toujours ton dossier d'inscription. Ah bon? Mince. Ouais, je zappe un peu. Donc, relancez-moi quand j'oublie les dossiers d'inscription.
Là, vous pouvez, si ça vous dit, on prend rendez-vous, on en discute là jusqu'à 20h, 21h, confinement, de toute façon, je ne vais pas mes enfants, il n'y a pas de souci. Et je vous dirai tout ça. C'est terminé. Donc, merci à toutes, merci à tous. Caroline, où est le lien? Il est dans le chat, le lien, ou sinon, je te le… Ah oui, attends, je repartage l'écran parce que je l'ai mis sur mon PowerPoint, mais je ne l'ai pas. Voilà. Le lien, c'est ça. Donc là, vous prenez rendez-vous, on en discute pendant un quart d'heure, 20 minutes pour voir si c'est pour vous, si ça vous convient, si ça vous dit. Et voilà. Alors en fait, on a beaucoup parlé du séminaire, mais c'est un programme complet parce qu'on va s'occuper des comportements également et on va s'occuper des pensées automatiques. Alors, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cet atelier interactif qui était une première pour moi. Oui, l'atelier a été enregistré normalement. Bonne question, je ne sais pas. Le logement est inclus. Oui, je privatise un gîte, Joël. Tout est inclus. C'est vraiment un cadre pour travailler sur nous et ne pas avoir de soucis de logistique ou des choses comme ça. C'est très important. Voilà, c'est une première. Donc, enregistrer, oui, normalement, oui. Alors, en fait, normalement, quand je fais des choses comme ça en live, je ne mets pas de replay parce que je trouve que ça se vit bien en live. Après, je vais le re-regarder et s'il n'y a pas de choses entre guillemets trop sensibles, pourquoi pas à voir. Et puis si Cécile est d'accord aussi parce que comme elle est intervenue, je demande son accord, bien sûr. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Si vous voulez continuer cet échange par mail ou par WhatsApp, c'est jouable. Et si vous voulez qu'on en cause, vous prenez rendez-vous et on en cause. Donc, je vous souhaite un joyeux confinement, tout le monde. Bye bye, salut. Hop.